Depuis le 15 mars 2011, la révolution syrienne a plusieurs visages. Des hommes qui témoignent au péril de leur vie. Des hommes qui ont compris que contre les chars, la parole était une arme. Les médias français se nourrissent de ces témoignages d'opposants restés au pays ou exilés en France. Ils incarnent la révolte contre Bachar el-Assad. On a besoin d'armes et d'une zone d'exclusion aérienne. Aujourd'hui, je participe à une action héroïque, réelle, avec tout un peuple. Mais quels risques prennent ces hommes en acceptant de parler aux médias français? Sont-ils en sécurité quand ils témoignent depuis Paris? Et quelles précautions prennent les journalistes? Nous sommes chez Mohamed Taha, un des leaders de l'opposition en France, exilé depuis 10 ans. En nous accueillant, il tient à nous montrer les images d'une manifestation infiltrée par des partisans d'El-Assad. Voilà, en fait, celle-là, il manifestait pendant presque un mois avec nous pour localiser les visages. Ah, et elle, c'est une pro-Assad? Ah oui, oui, oui. Le 26 août dernier, une vingtaine de partisans d'El-Assad attaquent les manifestants en plein jour, en plein Paris. Le soir, Mohamed décide de porter plainte et en sortant du commissariat, il est victime d'une nouvelle agression. Pour moi, ils m'ont maîtrisé au sol pour m'écraser par un de leurs voitures, mais ça n'a pas marché. Et la manière de nous frapper, c'est pas frapper pour faire de mal. Non, c'est frapper pour tuer. Le lendemain, en signe de protestation, Mohamed accepte toutes les demandes d'interview des chaînes françaises et étrangères, comme ici pour la télé suisse. On était attaqué par un groupe d'une vingtaine de personnes. Ils nous tapaient partout. Les représailles du pouvoir syrien seront immédiates. Ils ont arrêté mes parents, ils ont questionné tous mes cousins, et ils ont même, là récemment, il y a presque une semaine, ils sont venus chez moi, chez mes parents plutôt, avec une char, vous imaginez. Ils ont gardé mon nouveau qui a 17 ans, à cause de moi bien sûr. On n'arrive pas à savoir où il est, où ils l'ont ramené, est-ce qu'ils l'ont gardé dans notre ville ou ils l'ont ramené ailleurs. Mais il n'y a pas de nouvelles. À Paris, Mohamed sait qu'il est suivi. Il connaît les visages de ceux qui le surveillent, où qu'il aille. Les services de renseignement syriens sont parmi les plus redoutables au monde. En octobre, un rapport d'Amnesty International a listé leurs actions pays par pays. En France, l'ambassade serait particulièrement active et comporterait même une cellule de veille médiatique. Ils ont une cellule d'analyse des médias qui est très importante. Et notamment, j'imagine que vous, votre émission sera regardée, décryptée. Et c'est le rôle de cette ambassade également de savoir ce que font les ressortissants syriens une fois arrivés en France. Et les représailles sont diverses. Suspension des bourses pour les étudiants, non-renouvellement des passeports, menaces, calomnies, intimidations. En arrivant en France il y a 5 semaines, Abou savait que sa vie était encore en danger. Journaliste opposant à Damas, il a été incarcéré 4 mois, d'août à novembre, à cause de ses activités professionnelles. Il a réussi à fuir son pays, mais même à Paris, impossible pour lui de relâcher la pression. Après l'expérience de la prison en Syrie, je n'arrive plus à me sentir en sécurité nulle part. Je crois que cela atteint mon moral. L'insécurité devient une réalité. C'est un état psychologique. À Damas, Abou collaborait avec des journaux arabes voisins de la Syrie. Et pour les médias étrangers, il servait d'intermédiaire pour leur trouver des témoins. En clair, pour le pouvoir, il était un traître vendu à l'ennemi. À l'intérieur de la prison, certaines personnes nous ont ménagés. Mais la plupart ont tenu à nous humilier. Et nous l'avons été doublement. Parce que nous étions journalistes. La prison, les tortures, c'est aussi ce que risquent les Syriens qui aident les journalistes étrangers, sans parler des exécutions sommaires. Depuis Paris, où il vit depuis 30 ans, Abdul Raouf Darwish, militant de la première heure, a aidé plusieurs journalistes français de la télé et de la presse écrite à entrer en Syrie. Il a fait marcher ses réseaux, mais à une condition, que tous respectent l'anonymat de ceux qui les aident sur place, souvent des jeunes, les passeurs, les chauffeurs ou encore les traducteurs. Si par malheur un journaliste était arrêté par le service de renseignement, il y a de mauvais traitements, des coups, des machins comme ça. Mais il finit par sortir. Mais s'il arrête l'un de ces jeunes avec lui, c'est la fin. C'est la mort atroce. Il n'hésite pas même à les couper, s'amuser avec. Donc ils prennent des risques considérables.
C'est donc aux journalistes d'évaluer le risque et d'analyser chaque situation. Christophe Dubois revient d'un reportage de 10 jours pour 7 à 8. Il avoue avoir été troublé par l'accueil de la population qui l'a aidé sans condition. C'était presque gênant parce qu'ils étaient très admiratifs, nous considérant comme des héros. Enfin, il y a une volonté vraiment de s'exprimer. D'où aussi d'ailleurs cette prise de risque de certains que de s'exposer, y compris à visage découvert. Parce que c'est une manière, je pense aussi, de se dire on ne reviendra plus en arrière, donc pourquoi se cacher? Dans le centre-ville, la vie paraît presque normale. Les commerces sont ouverts. Les habitants disent ne plus craindre le régime, ni ses milices. Ils sont partis. On a bien nettoyé. Il y a une épuration ethnique. Il n'y a plus personne du régime. À part des exceptions comme ces deux hommes, Christophe Dubois a choisi de flouter les civils. Mais il n'existe aucune charte dans les rédactions françaises. Outre France 24, qui floute tous ceux qui témoignent, la règle d'usage est de masquer un témoin quand il le demande ou quand c'est indiqué par les agences qui envoient les images. Après, c'est du cas par cas à l'appréciation de chaque journaliste. Reporters sans frontières, qui a déjà envoyé un communiqué aux rédactions, travaille à une nouvelle note sur les mises en garde incontournables.